bonjour à toutes et à tous. On est très ravis parce qu'on va mettre un petit peu les pieds dans le plat pendant ce débat consacré aux nouvelles générations. En fait, la question qu'on se pose tous, c'est où sont-ils? Que font-ils? Et quand le « ils », ce sont les jeunes. Alors chaque année, toute la profession se mobilise au moment, et c'est arrivé il y a une quinzaine de jours, au moment où le Reuters Institute lâche son grand rapport annuel. Ça n'a pas coupé cette année. La sentence est tombée. Et la sentence est assez formelle, parce que quand on regarde la population des moins de 24 ans aujourd'hui, à 44% au plan mondial, ils s'informent prioritairement via les réseaux sociaux, les plateformes. La télé est tombée dans les 20%. J'ose à peine parler du print et de la radio. On est à 4%. Et puis il y a déjà quelque chose qui apparaît et qu'on va surveiller probablement collectivement dans les années qui viennent. C'est déjà l'IA qui, chez les jeunes, commence à poindre à 3 ou 4% en termes de sources d'infos quotidiennes. Il y a une autre bascule aussi vis-à-vis des États-Unis, et là c'est une bascule sur l'ensemble de la population. Ce n'est pas uniquement les moins de 24 ans, c'est-à-dire c'est toutes les tranches d'âge, où pour la première fois en fin 2024, à nouveau les réseaux sociaux, à nouveau les plateformes vidéo sont passés pour la première fois au-dessus de la télévision en termes de sources d'infos quotidiennes, hebdomadaires. Donc c'est des bascules très 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 fortes, c'est des bascules sur lesquelles tous les trois vous mobilisez. Je vous présente très brièvement parce que le cœur du sujet, c'est surtout de vous entendre. Samuel Etienne, merci d'être là. Alors Samuel Etienne, vous êtes à la fois, puis il y a une actualité, on en parlera tout à l'heure, vous avez la casquette animateur, question pour un champion, mais surtout, depuis décembre 2020, vous êtes sur Twitch, où vous avez plein de rendez-vous différents autour de la revue de presse, des rencontres, des débats, mais aussi sur les expositions, les jeux vidéo et autres. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes qui sont abonnées dans cet écosystème sur lequel vous vivez une vie parallèle, en fait, ni plus ni moins. On va y revenir tout à l'heure. Et ma meilleure vie aussi, mais on en parlera. Et en plus, votre meilleure vie. Ok, donc. À côté de vous, Pierre Louette. Merci Pierre Louette d'être là. Vous êtes président-directeur général du groupe Le Parisien Les Échos. Vous êtes aussi président de la FIG, qui est l'association française de la PIG, de la presse généraliste. Vous êtes passé par Orange, vous êtes passé par l'AFP. C'est un secteur que vous suivez depuis de très nombreuses années, avec cette double lecture, et qui va être intéressante pour nous. J'allais dire à la fois une approche technique et une approche en médias. Et au sein du Parisien, il y a beaucoup d'initiatives, au sein des Échos aussi. On va parler notamment de YouTube, qui est une initiative clé pour le Parisien. À côté de vous, Fabrice Bacouche. Fabrice Bacouche, vous êtes directeur général du groupe Ouest France. Titre historique de la PQR. C'est au combien en diffusion aujourd'hui, Ouest encore? Autour de 600 000. 600 000, donc ce qui est colossal en 2025. Mais groupe diversifié aussi. Vous avez une initiative, je pense à actu.fr, qui des fois énerve un petit peu le Parisien. Je pense aussi à votre initiative en septembre prochain, avec l'arrivée sur la TNT. C'est le 1er septembre, c'est ça l'arrivée? 1er septembre. Okay. Pierre Louette, on va peut-être commencer par vous, sur la jeunesse déjà. Comment ça se travaille dans un... Je suis le plus jeune d'entre nous, c'est ça? Notamment. Comment ça se travaille la jeunesse dans un groupe comme Le Parisien, Les Échos? Enfin, non, comment ça se travaille? C'est quelle expertise, quelle réflexion, et qu'est-ce que ça nécessite en termes de mobilisation et de savoir-faire? Alors, j'allais dire la jeunesse, vaste programme, parce que le travail, on le fait, on a 32 titres, sociétés dans le groupe, et chacune des sociétés le fait à sa façon. Dans le domaine de la musique classique, par exemple, il y a une base d'auditeurs très jeunes, qui sont très très motivés, donc on en a. Dans d'autres domaines, on veut aller les chercher. Ce qu'on a fait fondamentalement aux Parisiens, de façon très forte, et aux Échos plus récemment avec des premiers succès, c'est travailler un vecteur, un média qui est le vecteur de la jeunesse, qui est la vidéo. En fait, je ne suis pas certain qu'il faille... C'est terminé l'écrit pour cette génération? Pas du tout. La jeunesse a une grande caractéristique aussi, c'est qu'elle finit toujours par passer à un moment ou à un autre, et que depuis Aristote et d'autres, on le sait, on finira bien par être dans une autre classe d'âge à un moment. Il faut conduire, attirer des lecteurs vers nos marques, par le média ou le vecteur qui alors est le plus favorable, pratique. Ça peut être le podcast, ça peut être le podcast filmé, c'est la vidéo de façon assez évidente. Et ensuite, on sait qu'ils vont naviguer dans nos marques, dans tous les supports qui sont sur nos marques. Pour le Parisien, par exemple, l'analyse est incroyablement claire. Côté papier, on a moins de diffusion que Ouest France, évidemment, mais on a quand même une très grande diffusion encore en papier. Côté papier, le lectorat a 61 ans de moyenne d'âge. 61 ans, il faut le dire de façon toute simple. C'est très jeune, 61 ans, mais c'est cette moyenne-là.
Côté lectorat sur un terminal numérique, téléphone, tablette, machin, 50 ans. Et nos spectateurs en vidéo, ils ont 30 ans de moyenne d'âge. Donc en fait, on gagne 30 ans de démographie avec un vecteur différent, avec la même rédaction, en recrutant des gens pour faire de la vidéo, certes, mais c'est la même rédaction, c'est le même fond. Et donc, on les emmène. Et là, on a sur Le Parisien remporté encore, enfin c'est tout récent, mais un succès qui pour moi est vraiment très significatif, c'est qu'on a 75 millions de vidéos vues sur YouTube, c'est les derniers chiffres qu'on a. Donc c'est plus de 2 fois plus que Brut, par exemple, qui est un magazine, enfin un média dédié vraiment à la vidéo. On est 2 fois plus important. Et on arrive à 500 millions de vidéos vues. L'an dernier, j'étais ici, grâce à vous, à votre invitation, on était à 150. Quoi. Donc il y a une énorme progression du nombre de millions, de centaines de millions de vidéos vues. On vise 600 millions déjà. J'ai presque du mal à actualiser mes connaissances, tellement ça va vite. Parce qu'il y a une rencontre entre un format, une façon de faire, et effectivement, cette démographie, ces vidéonautes, si j'ose dire, qui passent du temps dans les réseaux, qui nous voient sur YouTube, mais qui peuvent nous voir aussi sur TikTok. Sur TikTok, énorme développement. Après, il y a une autre question, on y reviendra certainement, je ne vais pas être trop long, c'est qu'on est beaucoup vu sur TikTok, mais on monétise très peu. Alors, on reviendra sur la question, évidemment, du business model, finalement, de la monétisation. Fabrice Bacouche, sur le dossier jeune, comment il est travaillé à Ouest France comment vous organisez? Il y a quoi? Il y a une war room là-dessus? Alors non, il n'y a pas de war room, mais je voudrais dire pour commencer une chose, c'est que moi, je ne crois pas trop au concept de la génération Gen Z, c'est-à-dire d'une sorte de génération homogène, avec 2-3 caractéristiques communes. Je pense que, comme tout le reste de la société, d'ailleurs, la Gen Z, elle est assez fragmentée, elle est assez diverse. Et nous, la partie de la Gen Z qui va nous intéresser, c'est celle qui vit dans les territoires, comme on dit, dans les villes moyennes, dans les petites villes, dans les zones rurales. Et ces jeunes-là, ils ont un certain nombre de préoccupations un peu différentes des jeunes qui sont dans les grandes métropoles. Ils s'intéressent au contenu culturel affinitaire, au gaming, que Samuel Etienne connaît bien et dont il parlera sans doute tout à l'heure. Mais ils s'intéressent aussi beaucoup à l'info de proximité, à ce qui se passe à côté de chez eux. Et nous, on essaie de capitaliser là-dessus. On essaie de capitaliser sur l'intérêt de ces jeunes-là pour l'info locale. Et quand on va sur TikTok, quand on va sur les formats dont parlait Pierre tout à l'heure, c'est ça dont on va leur parler. Et alors, on a bien sûr du mal à monétiser, mais on a du succès sur le cumul de nos comptes TikTok. On a à peu près 500 000 followers, donc avec la moyenne d'âge qui est celle de TikTok, qui est vraiment celle des 15-25 ans. Et sur cette population-là, on leur parle de ce qui se passe près de chez eux. Nous, on a un petit compte TikTok que j'aime bien citer, qui est celui de l'Orne Combattante. L'Orne Combattante, c'est le l'hebdo de la ville de Flers, donc dans l'Orne, en Normandie. Et l'Orne Combattante, il y a 1500-1600 followers sur TikTok. Et c'est un peu plus de 10% de la population de la ville. Donc ça veut dire que l'essentiel des jeunes de la ville de Flers, ils sont abonnés au compte TikTok de l'Orne Combattante. Et c'est vraiment des infos de proximité sur les moissons, sur un type qui a abandonné un frigo dans un champ à côté de chez lui. C'est des choses comme ça. Mais c'est, encore une fois, nous, voilà, c'est ça qui intéresse la jeunesse à laquelle on souhaite s'adresser. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et évidemment, c'est sur des formats de vidéo verticale. Voilà, ça c'est, je pense, pour le coup, on est très proche de ce que fait Pierre. Est compris, intégré au sein de la rédaction, ou ça demande de créer des équipes ad hoc? Alors, je dirais ça dépend. On a, dans les petites rédactions comme l'Orne Combattante dont je parlais tout à l'heure, on a 3-4 journalistes. Et donc, ceux-là, il suffit qu'il y en ait un, deux qui aient envie, qui aiment ça, qui aiment le face caméra, qui aiment faire des vidéos. Là, c'est bon, il va embarquer ses camarades. Dans les rédactions comme celle de Ouest France à Rennes, c'est plus compliqué parce qu'on est sur des effectifs plus conséquents, avec des jeunes mais aussi des moins jeunes. Et donc là, on a vraiment cet enjeu de transformation de l'intérieur, de se dire comment la petite avant-garde éclairée de gens plus jeunes, plus motivés. On a des gens qui ont créé une petite chaîne YouTube assez amusante qui s'appelle Colloque, qui marche pas trop mal. Comment ces gens-là, finalement, vont infuser leur savoir-faire, leur culture au reste de la rédaction. Et ça, on y travaille, ça prend plus de temps, mais on va y arriver. Alors, on va entendre quelqu'un qui est passé de l'autre côté, Samuel Etienne. Déjà, avant de parler de votre expérience Twitch, votre regard sur cette jeunesse, finalement, elle est partie pour toujours, ou c'est vraiment des usages sur lesquels il n'y aura pas de retour? Moi, j'ai un retour d'expérience sur 5 ans Ce qui est énorme. de Twitch. Et je suis au contact au quotidien, notamment via la revue de presse que je présente le matin, qui s'appelle La Matinée Étienne. Que tous mes noms d'émissions sont des jeux de mots un peu ratés à partir de mon nom. Donc La Matinée Étienne, La Soirée Étienne, etc. Et en fait, ce public, il a à 80%, il est entre 18 et 30 ans. C'est intéressant. Et j'échange avec lui au quotidien depuis 5 ans. Donc du coup, je le connais un peu, même s'il est forcément fragmenté et morcelé, hein, bien sûr.
Mon sentiment aujourd'hui, mais qui n'est qu'un sentiment, c'est que ce public-là ne reviendra pas sur les médias traditionnels, et je précise, sur les supports traditionnels des médias traditionnels. Moi, j'ai une passion pour la presse écrite, je ne m'informe quasiment qu'en lisant les journaux. D'ailleurs, vous faites une revue de presse. Voilà, c'est mon plaisir depuis toujours, donc c'est aussi pour ça que je l'ai présenté sur Twitch, cette revue de presse qui, en radio, en télé, durait 5-6 minutes, et là, dure 3 heures, 4 heures, parce que je prends le temps d'approfondir, de lire plusieurs papiers sur la même actu pour montrer la différence de regard, de ligne éditoriale des médias, et puis d'interagir et d'essayer de répondre aux questions de mes viewers. Et donc on prend le temps, et le temps c'est aussi un luxe qui permet parfois d'aller plus loin, d'être plus précis. Et ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on ne fera pas revenir ce public-là sur les supports traditionnels, les médias traditionnels. Ils conviennent avec moi le matin, puisque j'essaie de les en convaincre que la presse écrite, notamment quotidienne, est une des meilleures sources d'information, pour moi la meilleure en France aujourd'hui. Ils en conviennent, mais ils ne vont pas forcément aller acheter le journal, en tout cas le journal papier, ou s'abonner même à un abonnement numérique. Voilà. Les chiffres sont très très durs. Ils ne regardent pas la télé linéaire, ils ne la regardent pas. Hein. C'est pas qu'ils la regardent plus, quasiment. Et en radio, c'est pire aussi. En revanche, quand on voit la qualité des programmes proposés par ces médias traditionnels, il est évident que la télé, la presse écrite, la radio a tous les atouts pour séduire, toucher, émouvoir, passionner ce public, à condition d'aller sur là où ils sont, donc ces nouveaux supports qu'on vient d'évoquer, YouTube, Twitch, TikTok, Insta, etc. Donc d'aller sur ces supports avec les équipes préexistantes, de trouver la bonne écriture, parce que c'est une nouvelle écriture. C'est une autre façon d'éditer. De trouver le bon ton. Alors c'est un ton qui est très différent des tons traditionnels des médias. Alors c'est un ton caustique, libre, un peu... moi par exemple le matin sur Twitch, parce que c'est un code, je jure énormément. C'est juron sur juron. C'est-à-dire que... Ce qui est à l'image de ce qui est à l'opposé de votre image en télé. Oui, et justement, en fait, c'est un petit plaisir, c'est un clin d'œil appuyé sur le fait que vous voyez, on est sur Twitch, donc en fait je peux vous dire le fond de ma pensée, je peux jurer, je peux vous dire de façon très cash ce que je pense de tel ou tel sujet, parce que j'ai une liberté totale, c'est ma chaîne. Et c'est aussi un clin d'œil appuyé sur le fait que c'est possible là, ça n'est pas possible ailleurs. Et moi qui ne jure jamais au quotidien, sur ma chaîne Twitch, je jure, parce qu'en fait c'est un code, et ça fait rire tout le monde. Les gens savent que je ne jure pas pour jurer, je jure pour montrer qu'on est ailleurs. Et donc, je résume, si... on prend ce contenu de qualité des médias traditionnels, si on va sur les plateformes où ces jeunes, 18-30 ans, si on trouve la bonne écriture, compliquée, le bon ton, compliqué, et encore plus compliqué, la bonne incarnation, et là, il y a un truc formidable à faire. Alors, justement, le mot incarnation, il est important parce que par rapport Pierre, Fabrice, par rapport à des grandes rédactions, on n'a pas nécessairement le culte de l'incarnation, on a le culte de la signature. Et il y a le grand exercice qui a bouleversé la profession, ce qu'on appelle le face-cam, c'est-à-dire le fait de se mettre devant une caméra et d'incarner un sujet, souvent dans des temps relativement courts. Comment ça se travaille, ça ? C'est quoi ? C'est une révolution en interne ? Ou alors ça veut dire que c'est forcément des jeunes qui rentrent dans la profession qui vont demain incarner des médias historiques ? Si je prends l'exemple du Parisien, encore une fois, on a monté une équipe vidéo, donc on a recruté... Il y a 25 personnes à peu près ? Voilà, c'est ça, exactement. Quand je suis arrivé, il y en avait 4, il y en a 25 aujourd'hui, donc on a investi dans ce champ-là pour cet effet de rajeunissement, parce que c'est ça qu'on voulait obtenir. Ils ont quel âge, cette équipe, aujourd'hui ? Ils ont en moyenne tous les âges, mais ils ont moins de 30 ans, quoi. Enfin, c'est à peu près cet âge-là. Mais... au même moment, on a des patrons de la rédaction, des patrons de service, par exemple dans Crime Story, Damien Delseny, qui s'est révélé, si j'ose dire, face caméra, comme vous disiez, ou pour un podcast filmé. Crime Story est en train de devenir un énorme podcast, en fait, parce que, bon, j'allais dire, le crime, ça paye, c'est pas vrai, c'est pas moral, mais le crime en podcast, ça intéresse beaucoup, visiblement, beaucoup, beaucoup. Il suffit de voir l'effet Dupont de Ligonnès, Daniel Zaguri en parlait encore récemment, ça rencontre dans la France, dans la population, un écho incroyable parce qu'on pourrait disparaître, ne jamais réapparaître. Et ce genre de questions-là, il y a une question religieuse aussi, il y a plein de choses qui intéressent. Et donc, voilà, là, c'est quelqu'un qui a 45 ans et qui est apparu. Par contre, on a recruté, par exemple, pour les Échos, des présentateurs ou présentatrices beaucoup plus jeunes qui font aux Échos des vidéos qui s'appellent Secret Sauce, Business Story. Secret Sauce, c'est génial, c'est l'histoire de ce qui a fait la réussite d'une entreprise, voilà, de telle ou telle génération, dont on ne connaît pas tout à fait la source, et c'est monté très rapidement, haché. Voilà. Ça répond, comme vous le disiez, au code un peu
aux codes qui viennent souvent des jeux vidéo, quand même fondamentalement, et Twitch, on le sait. D'ailleurs, plein de choses viennent des jeux vidéo. Moi, j'étais frappé, on voyait à Vivatech cette année Jensen Huang, le patron d'NVIDIA. Ouais, il y a 20 ans, on cherchait des puces Voodoo, parce que c'était des puces NVIDIA pour jouer aux jeux vidéo plus vite. Et ces puces-là, les plus puissantes, les plus efficaces, elles sont devenues les puces que le monde entier s'arrache. Donc voilà, le jeu vidéo, c'est pas complètement... Moi, j'étais à l'AFP, j'étais PDG de l'AFP il y a quelques années déjà, et je leur disais, Fabrice est également passé ensuite, je leur disais, couvrez les jeux vidéo. C'est une industrie plus grande en chiffre d'affaires que le cinéma. Alors, c'est peut-être moins noble, mais c'est une culture. Voilà. Et c'est une culture qui est prévalente, qui est celle de ceux qui maintenant ont 40 ans, parce que beaucoup... Enfin, ouais, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des jeunes, le rajeunissement, mais toutes ces générations bougent. Maintenant, on sait très bien que ceux qui fréquentent, ceux qui sont dans l'ancien Facebook, j'allais dire Meta, ils sont plus âgés que ce TikTok. Enfin bon, il y a une sorte de segmentation, de démographie de réseaux. Nous, on essaie d'être partout, dans chacun de ces réseaux, Instagram un peu plus féminin, voilà. On connaît tout ça par cœur. Et on essaie de trouver des points d'exposition de nos contenus, parce que c'est ça qui fait fondamentalement toute notre raison d'être, des contenus de qualité, des contenus vérifiés, sourcés, des rédactions professionnelles, mais de les donner à voir et de donner des habitudes. Et sur Twitch aussi, on le voit. Et Twitch est capable d'inventer des nouveaux formats. Moi, j'étais très frappé par le développement aussi de la Kings League, qui est cette nouvelle ligue de football, qui est complètement fondée sur Twitch, parce que c'est rapide. Et donc, les règles du jeu changent. Ça sera des matchs plus courts, avec des règles insensées. D'ailleurs, on peut entrer sur le terrain quand on est le président du club. J'attends de voir un certain nombre de présidents le faire. Enfin non, j'attends pas trop de le voir, en fait. Mais donc, il y a plein de choses comme ça qui changent. Dans le tennis, Mouratoglou dit on fait une nouvelle ligue de tennis qui est pour les Twitchers, ceux qui sont... parce que le match ne durera jamais plus d'une heure, alors qu'au tennis, ça peut durer 5 heures. Et nous, on adore ça, notre génération adore ça, mais les nouvelles générations ne le regardent pas quand c'est trop long. C'est les nouveaux formats dont on parlait à inventer. Ouais. Samuel Etienne, vous disiez, tout ça, ça prend du temps. C'est quoi, vous faites votre volume aujourd'hui, c'est quoi, 150 heures à peu près Oui, là, je stream en moyenne 150 heures par mois, donc c'est 150 heures de direct. Ouais. Bon, je vous le disais, Twitch, c'est un média lent qui prend le temps de l'information, du divertissement, c'est ça qui est intéressant. Donc, plus la préparation de ces streams, bien sûr. Voilà. Donc, après, quand il y a beaucoup de plaisir, ça se passe très bien. Puis là, je vais disposer d'un petit peu plus de temps bientôt, donc je vais pouvoir streamer encore un peu plus. Dans l'actualité, il y a le week-end dernier, Question pour un champion, France Télévisions a annoncé Question pour un champion, c'est en case week-end, on va dire. Vous en avez parlé avec la commu, comment ça a réagi au-delà, votre réaction était assez forte, assez prononcée, vous avez échangé avec la commu, et demain, pourquoi pas un Question pour un champion sur Twitch ou l'équivalent? En fait, sur Twitch, vous êtes obligé d'être cash pour reprendre les termes que ce public aime bien. C'est-à-dire que comme vous êtes tous les jours en live pendant des heures, vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas vous inventer un personnage. Ça marche pour un JT ou pour quelque chose de très produit, mais quand vous êtes 3 heures, 6 heures par jour en direct tous les jours, en fait, vous pouvez pas. Il n'y a pas de choix. Voilà, donc vous êtes obligé de dire ce que vous avez sur le cœur, comment vous allez personnellement. C'est aussi ce qui crée communauté et ce qui crée la force du lien entre le créateur de contenu, ici le streamer, ça peut être un YouTuber, un TikToker, et son public. Ce qui après peut se monétiser. Voilà, et c'est ça qui est fort. Donc là, j'étais obligé de dire ce que j'en pensais. Puis moi, de toute façon, je dis toujours ce que je pense. Là, en l'occurrence, je l'ai dit sans colère ni amertume, mais c'est une mauvaise décision. C'est-à-dire que Question pour un champion, c'est une émission qui est la plus ancienne émission quotidienne en France aujourd'hui, depuis la disparition des chiffres et des lettres. C'est la plus ancienne. C'est une émission qui a un public extrêmement fort. C'est une émission qui fait régulièrement top 1 dans sa case horaire. Encore hier soir. On est numéro 1 en nombre de téléspectateurs dans notre case horaire sur une case qui est extrêmement concurrentielle. Donc c'est une très belle IP, pour reprendre le mot d'Alexia tout à l'heure, qui se porte très très bien, qui a son public qui est performante en audience, qui ne coûte pas cher à produire, comme les jeux sont enregistrés par Salve, vous le savez, le rapport un coût et téléspectateur, il est extrêmement intéressant, c'est pour ça qu'il y a autant de jeux aujourd'hui. Et en plus, qui s'est modernisé dans son image. Je m'explique. C'était pas pensé ni calculé, mais mon arrivée sur Twitch et le fait qu'un autre streamer qui s'appelle Étoile est un passionné de questions pour un champion nous a permis non pas de rajeunir le téléspectateur, parce que ça c'est impossible, l'âge moyen du téléspectateur de questions est assez élevé, comme celui de la chaîne France 3 d'ailleurs, il est quasiment à 2-3 ans près le même, là, on est au-delà de 60 ans. En revanche, ces dernières années, et notamment ces derniers mois, a rajeuni incroyablement l'âge du candidat de questions pour un champion. Quand je suis arrivé, le candidat moyen, il avait 50-60 ans. Souvent, c'était un retraité de l'éducation nationale. Voilà. Homme. Donc,
Moi, je suis arrivé et je leur ai dit un truc déjà. Je leur ai dit, écoutez, votre émission avec 3 hommes tous les soirs, il y a une femme, dans la société dans laquelle on est, il y a un sujet. Et ils me répondent, oui, mais on peut pas faire autrement. On a plus d'hommes qui candidatent. Peut-être le goût de la compétition, je sais pas. Et je leur ai dit, ça c'est votre problème. Si vous ne montrez pas des femmes à l'antenne, les femmes n'auront pas envie de venir jouer avec nous. Donc faisons un peu de discrimination positive. Je veux des femmes à l'antenne qui en plus ne démériteront pas parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient moins fortes que les hommes en culture générale. Ça a été un combat compliqué. Et puis comme je suis un peu têtu, parce que je suis breton, et que à chaque session d'enregistrement, je prenais ma petite fiche de la journée avec tous les visages de la journée, le petit trombinoscope des candidats, et chaque matin, j'appelais en disant « Où sont les femmes ?» Je ne le chantais pas, hein, mais je le disais. Et à un moment, ils ont craqué, et on est arrivé à la parité, il y a à peu près... Ouais, il y a un moment, parce que je fais le programme depuis 9 ans, je dirais au moins 5 ans. Et oh, miracle, les femmes se sont révélées d'excellentes compétitrices. Et elles ont été plus nombreuses à venir jouer. Bon, donc ça, c'est le premier truc. Et puis l'autre truc, c'est que je n'avais pas anticipé du tout, parce que pour le coup, je ne l'avais pas pensé, ça. Depuis quelques temps, eh bien, on a énormément de candidats de 20 et 30 ans. Donc ça change l'image de l'émission, mais ça change le ton aussi, parce que ce candidat de 20 ou 30 ans, il ne consomme pas culturellement, sa pratique culturelle, ses centres d'intérêt, son métier même, parfois un métier qui n'existait pas il y a quelques années auparavant. Donc les discussions qu'on a avec les candidats changent complètement l'émission. Donc cette émission, elle est puissante, elle n'est pas chère, elle s'est rajeunie, et pour une raison a priori d'économie, si je comprends bien, elle s'arrête. Donc comme moi, je défends toujours les programmes pour lesquels je suis engagé. Il y a quelques années, Nicolette Taverneau, que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure, c'est très intéressant, pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui avait d'autres intérêts à lui, a dit un truc sur la chaîne où je présentais la matinale, qui était France Info, en disant « Je ne comprends pas que France Info puisse exister, c'est juste un truc à déficit ». Donc j'avais répondu assez vertement sur les réseaux. On m'a dit « Mais pourquoi tu t'en prends à Nicolette Taverneau ?» Parce qu'il touchait à quelque chose qui est cher à mon cœur. Quand je suis dans un programme, je le défends, parce que si je suis sur un programme, c'est parce que je pense qu'il est pertinent. Et aujourd'hui, je me défends pour Question pour un champion. Je leur ai dit très clairement que c'était une bêtise. Donc après, c'est pas une croisade non plus. Je note que 22 députés viennent de signer un appel pour que Question pour un champion reste en quotidienne, puisqu'on ne comprend pas les raisons de ça. Donc moi, j'ai l'espoir qu'à un moment... Je termine là-dessus. Moi, j'ai l'espoir que cette direction, qui est une excellente direction à France Télévisions, se dise, bon, on a fait une boulette, et on revient en arrière. Bon, auquel cas on en rediscutera ici même l'année prochaine. Il y a une autre actualité, Pierre, avant qu'on parle de la monétisation, qui est une question importante et vous avez des points de vue très éclairants là-dessus. Hier a été annoncé l'arrivée d'Anne-Violette Revel de Lambert à la direction générale, enfin pour renforcer la direction générale. Anne-Violette qui était directrice adjointe de La Gardienne News notamment. Quel va être son rôle? Quelle est sa mission? Est-ce une mission consultant? Quelle gouvernance là-dessus? C'est l'occasion, c'est votre première prise de parole, donc même si ce n'est pas dans le sujet, on avait envie de vous entendre là-dessus. Mais d'abord, c'est vraiment une excellente nouvelle. Il se trouve que moi, j'ai perdu ma directrice générale du Parisien. Sophie Gourmelin, qui est partie sur le groupe EBRA. Elle a quitté, elle est plutôt de l'Ouest, mais elle est partie complètement à l'Est maintenant, dans le groupe EBRA. Géographiquement. Oui, géographiquement, absolument. C'est vrai, il faut peut-être préciser. Merci de la précision. Non, elle va bien, mais elle est partie à l'Est. Je précise juste. Mais on n'a pas répété, mais bon, c'est assez... Donc elle est partie là-bas, et bon, alors ça c'est compliqué de dire, mais il se trouve que son adjointe est pas là actuellement, et pour un moment. Donc et donc Anne-Violette, il se trouve aussi, moi je lis des choses qui m'amusent et m'étonnent, mais ça fait 7 ou 8 ans qu'on se connaît et qu'on a envie de travailler ensemble. Bon, donc moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'enfin, elle est consultante, elle veut être consultante, elle fait des missions pour différentes entités. Donc elle a accepté d'arrêter une ou deux missions rapidement et de venir renforcer effectivement un journal qui est en pleine transformation, parce qu'en fait on a une énorme réorganisation de la rédaction qui est en cours, qui n'est pas du tout achevée, et on est de façon assez chronique en plan d'économie, parce que ça, malheureusement, ça fait partie des joies et des créativités de la presse et qu'il faut tout le temps économiser compte tenu du caractère assez peu florissant de l'industrie. Donc c'est une très bonne nouvelle. On se connaît bien, on avait envie de travailler ensemble, donc c'est très bien. D'accord, donc c'est vraiment une mission c'est une mission, renfort sur la direction générale et pour continuer notamment tout le plan de réorganisation qui est assez important au Parisien. Alors il a déjà été bien lancé, on l'a lancé, je l'ai mis en œuvre avec Sophie, il va continuer, mais ça prend du temps en fait. On a plus d'une 50aine de départs aujourd'hui potentiellement dans le groupe. Voilà, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de boulot. Et puis par ailleurs, il faut continuer à développer nos plateformes vidéo, il faut continuer...
Et il faut affronter des nouveaux défis. On va passer très vite, mais tout à l'heure, vous évoquiez la question de la monétisation, la protection c'est de le point notre... sur lequel je voulais venir. Parce Voilà, que sur l'IP. Oui. Protéger notre IP, j'adore quand les producteurs disent ça, ils ont bien raison, ils ont trouvé une bonne formule. Nous, dans la presse, et Fabrice le sait, on mène ces combats d'ailleurs bouclier contre bouclier ensemble, avec tous les amis de la PIG. On a un énorme problème de défense de la valeur de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a des rédactions qui produisent des contenus et on a un système aujourd'hui dans lequel certains prennent ces contenus et les revendent à d'autres. Depuis 2000 ans, ça a un nom, ça s'appelle du vol. Donc ils les prennent, ils les payent pas et ils les revendent. Mais ce serait fantastique quand même. Et donc quand on leur dit, ils ouvrent des grands yeux en disant mais c'est au nom de la progression de l'humanité, c'est pour faire progresser le savoir dans la population en général. Donc c'est un mot anglais qui s'appelle bullshit. Donc c'est celui que j'emploierai aujourd'hui. C'est comme ça que je résumerai le fond de ma pensée. On dirait du Samuel Etienne sur Twitch. Je suis désolé, j'aurais dû vous laisser le dire. Mais ça capture assez bien le fond du sujet. Donc évidemment, il faut se battre contre ça. Donc on n'est jamais assez nombreux à la PIG pour le faire. On doit le faire. Et donc après avoir gagné la bataille des droits voisins dans laquelle on a fait rémunérer les 300 titres de cette famille-là, en tout cas, parce qu'on était solidaires, on doit mener certainement tôt ou tard ce genre de bataille pour que ces contenus qui sont collectés par des robots, souvent les mêmes robots qui vous référencent. C'est assez compliqué de dire j'arrête la collecte de mes contenus parce qu'à ce moment-là, on n'est plus référencé. Quand on n'est pas référencé, comme on est en dépendance économique, on perd 25% ou 30% de trafic. On a un autre problème. Donc tout ça, c'est quand même très profondément lié à un état de dépendance. On doit trouver une façon de se faire rémunérer. Ce sont les combats de demain. Fabrice, sur la monétisation, parce que évidemment, ce que vient de dire Pierre-Louis est important. D'abord, ça fait rentrer d'autres intermédiaires dans l'écosystème. Par ailleurs, sur des titres qui vivaient historiquement d'un mix entre l'abonnement et le publicitaire. Quel regard vous posez sur cette question qui est importante? Parce que aller chercher des jeunes, c'est bien, c'est préparer l'avenir, mais encore faut-il qu'il y ait un modèle économique à la clé. Ouais, bon, il y a le sujet soulevé par Pierre qui est le piratage. Ça, j'y reviens pas et on se bat collectivement contre ça. On est dans le domaine du respect de la légalité. Il y a un autre sujet qui est comment est-ce que des jeunes qu'on va aller chercher sur Twitch, sur TikTok, comment ce public-là, on l'amène progressivement à payer. Ça, c'est un challenge, je ne vous le cache pas. Mais je pense qu'on peut y arriver. Et les études montrent que les 18-25, en fait, ils ne sont pas plus réticents à payer que les autres générations, qu'ils payent pour Netflix, ils payent pour du jeu vidéo. Et ils payent parfois pour de l'info, mais à condition que ce soit de l'info qui les intéresse, qui crée de l'engagement, comme on dit. Et ils sont un peu plus volatiles aussi quand ils payent, c'est-à-dire qu'ils se désabonnent plus facilement, ils sont plus nomades que les générations précédentes. Donc il faut vivre avec ça, mais moi je ne désespère pas de notre capacité à monétiser, à condition, c'est ce que disait Samuel Etienne tout à l'heure, à condition d'aller dans leur univers, de parler dans les formats et dans les mondes qu'eux, ils fréquentent. Et puis après, nous, le pari qu'on fait, qui est un peu plus spécifique au groupe SIPA Ouest France, c'est qu'on a beaucoup de mal à monétiser la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo courte, faite par nos journalistes, diffusée sur nos plateformes, on a beaucoup de mal à la monétiser. Et donc, nous, le pari qu'on fait, c'est de changer de division, de changer de catégorie et d'aller sur la vidéo de qualité broadcast, sur une plateforme de streaming, une télé linéaire, parce que là, pour le coup, on est dans des univers assez différents. Entre la télé linéaire et le streaming, on est dans des univers très différents, mais sur lesquels on sait qu'il y a une monétisation, il y a un modèle économique et en tout cas, pour ce qui est du streaming, il y a de la croissance. Donc nous, c'est ça qu'on va essayer d'aller faire. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille. On se prendra des murs, pour reprendre l'expression de tout à l'heure de Pierre-Antoine Capton, c'est sûr. Mais voilà, on se relèvera et on va y arriver. Donc en tout cas, c'est le pari, je dirais, un peu atypique qu'on fait dans le monde des médias d'information politique et générale. Samuel, ultime question, on est un petit peu en retard, mais vous imaginez, vous, comme solution, aussi la logique du partenariat. C'est-à-dire de se dire, en fait, il y a des gens qui sont implantés dans ces écosystèmes, qu'on appelle influenceurs, ou Samuel Etienne, ou peu importe, et se dire, c'est aux médias d'aller au contact de ces gens qui sont déjà des insiders quelque part finalement. Oui, c'est ça, des partenariats, des joint ventures, parce que ça résout le problème de l'incarnation. C'est compliqué pour... ce qui est fort sur le numérique, sur ces plateformes, c'est la rencontre entre une personne et une communauté. Ce qui crée communauté, ce qui crée la force du lien que j'évoquais tout à l'heure. Mais comme une rédaction, quand elle investit parfois avec beaucoup de talent et d'intelligence ses supports, souvent c'est avec une multiple incarnation. Et là, vous ne créez pas communauté, vous créez autre chose, vous créez ce qu'on sait toujours faire, c'est-à-dire une offre de divertissement, d'information, mais incarnée par plein de gens. Et c'est plus faible. Donc il y a des choses à faire de partenariat
entre un journal, par exemple, et un créateur de contenu, avec un média et un créateur de contenu, pour imaginer des façons de travailler ensemble pour bénéficier à la fois de la force d'incarnation de cette personne et de la force de sa communauté. Parce que si vous faites un joint venture avec un YouTuber qui a 4 millions de followers, ou un streamer qui en a 1 million, ou un très gros TikToker, vous partez avec cette base-là. Vous ne partez pas de zéro. Il y a ça. Et puis, le joint venture et le partenariat aussi, il faut le penser économiquement. Et je reviens à la question de la monétisation. C'est très compliqué pour ces contenus traditionnels de grande qualité de se monétiser sur toutes les plateformes qu'on vient d'évoquer. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aller chercher les marques, il faut aller chercher les sponsors. Moi, je le sais parce que c'est ce que je fais. C'est ce que vous faites. Moi, je suis étonné. Tous les budgets que les médias traditionnels ont vu disparaître, moi, je sais où ils sont. Hein. Ils sont chez nous. Les sommes sont incroyables. Il y a énormément d'argent. Les marques sont prêtes à payer énormément, très cher, des énormes volumes, pour toucher ce public de 18-30 ans, qui est un public jeune, consommateur, et en plus, qui est les futurs adultes, chez qui il faut créer déjà des réflexes de consommation vis-à-vis de certaines marques. Là, il y a de l'argent. Donc, moi, j'imagine que les médias traditionnels, s'ils veulent chercher de l'argent, plus que par l'abonnement classique, c'est plutôt un ancien schéma pour moi, c'est l'ancien monde, doivent trouver des partenaires, des marques, des sponsors, pour venir les épauler, les accompagner avec des petits billboards, des mentions, alors évidemment, en télé, notamment dans les rédactions que je connais bien, les rédactions de services publics par exemple, qui sont très exigeantes, ça peut irriter. Ça, quoi ? Tu vas adosser une marque, un sponsor à un contenu potentiellement d'information. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous lisez tous la presse quotidienne ? Dans un journal comme Le Parisien, Les Échos ou Ouest France, vous avez de la publicité, vous avez des pages de publicité. Et en quoi cela abîme ? Est-ce que ça abîme l'expérience du lecteur de ces journaux ? Est-ce que parce que dans Ouest France, il y a une publicité pour le fabricant de pierres tombales, je connais bien Ouest France, je le lis très jour, du coin, est-ce que ça modifie le travail de la rédaction sur... Il y a des codes à construire, quoi. Voilà. On va dire, donc en fait, si c'est compris, pensé et compris intelligemment par le lecteur... C'est clair. Oui, tout à fait. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas l'être par ce public. Moi, par exemple, sur ma chaîne Twitch, je dis moi parce que je le connais bien, j'ai plusieurs sponsors qui m'accompagnent sur différents programmes. Et en fait, les gens, mes viewers, font bien la différence entre cet argent dont j'ai besoin pour produire mes émissions et le fait que je garde une totale indépendance dans mes contenus. Et je crois que c'est ça qu'il faut aller chercher. Et après, il faut inventer. Sauf que les régies pubs d'aujourd'hui, elles n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Pierre voulait réagir. J'ai l'impression qu'on a gravement dépassé le temps, mais pour rebondir sur ce que Samuel disait, on a besoin quand même, je sais que ça paraît très général, mais on a besoin d'une grande alliance vraiment entre les annonceurs, les régies, les agences médias et nous. Et typiquement, il y a un sujet qui nous préoccupe et vraiment nous pose question régulièrement, qui est la question des mots-clés interdits, vous savez, des block-lists, ces listes de mots. Et certains annonceurs disent « Je ne veux pas que mon annonce soit à côté d'une photo de guerre, d'enfants souffrants, de famine. Je ne veux pas. » Et récemment même, on a compris qu'ils ne voulaient pas être à côté de photos d'hommes politiques, y compris les plus éminents de ce pays. Quand on en est là, je pense que les annonceurs doivent se reprendre en fait un instant et se dire on doit contribuer au financement de la presse, qui est un socle démocratique, qui fait ce métier d'information et qui va même aller jusqu'aux plus jeunes. Et on ne doit pas se dire c'est sale, quoi. Enfin, je veux dire, la marque n'est pas dans une autonomie telle qu'elle puisse échapper à l'environnement du monde. La marque intervient dans le monde. Et je pense que c'est très noble aussi de dire on va contribuer à financer ce socle-là en étant même à côté de contenus qui peuvent piquer un peu. Bien sûr, il y a des interdits parce que c'est un concurrent, je sais pas quoi, il y a des choses qu'on peut mettre sur place, mais pas dire je veux pas être dans un univers politique. Parce que ça, je trouve que ça sape même la démocratie, c'est très mauvais. On arrête, on fait des gestes de partout, désolé, parce que le sujet... En tout cas, Samuel Etienne, je retiens que l'année prochaine, on va espérer finalement que le mercato s'ouvre davantage avec des gens issus des plateformes, des réseaux sociaux, ce qui serait une très bonne nouvelle dans notre profession. Il y a des collabs à faire, il y a des passerelles à créer, quoi. Merci Samuel Etienne, merci Pierre Louette, merci Fabrice Macouche, et la suite avec Rodolphe Belmer.